Deuxième focus à présent donc sur le maintien dans l'emploi précisément, et donc je vais demander à Sylvain Coutier, Farida Mirghani, Maria Alves et Alexandre Salvatori de bien vouloir prendre place. Alors, je vous propose de vous saisir du micro et on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez les uns les autres vous présenter. Maria Alves, donc chargée de mission au Cap Emploi 94. Madame Mirghani, responsable recrutement et diversité pour la société Blue Link, anciennement Fréquence Plus Service, filiale Groupe Air France pour les personnes qui connaissent. D'accord, c'est une société qui compte combien de salariés, qui est implantée où? Alors, on est implanté à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. On a environ 550 salariés. En 2017, je vous donne les informations, 6,47% de taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap, ce qui représente à peu près une gestion de 44 personnes. D'accord, et vous êtes principalement centre de relations clients? C'est ça, notre métier principal, c'est la relation client à distance. Donc, si vous avez besoin de réserver un billet d'avion, vous tombez sur nos services. Il y a la gestion également de tout ce qui est autour de l'art, notamment la marque Fondation Louis Vuitton, voilà, différentes marques dans la relation client. Merci. Alors, on poursuit le tour de table avec Alexandre Salvatori. Bonjour. Oui, bonjour. Alexandre Salvatori, chargé d'études et développement à la délégation Île-de-France de l'AGFIP. Et ma mission principale, c'est d'accompagner les entreprises dans leur amélioration de réponse à leurs obligations d'emploi et de réflexion sur les politiques emploi-handicap, principalement. Merci. Bonjour, Sylvain Coutier, donc je suis dirigeant de l'entreprise adaptée ATF Gaïa, qui est installée en Seine-et-Marne et qui intervient sur la gestion du cycle de vie des matériels informatiques et téléphonie mobile en entreprise, environ 80 salariés et un petit peu moins de 55 travailleurs handicapés. Et je suis également administrateur et délégué régional de l'Union nationale des entreprises adaptées. Merci beaucoup pour voilà, ce petit tour de table. On va démarrer avec vous, Fadila Mirghani et Maria Alves. Vous avez un partenariat construit depuis plusieurs années qui permet d'être plus efficace dans le maintien dans l'emploi, parce qu'il y a la possibilité, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent en interne, il y a la possibilité pour les salariés aussi de consulter Cap Emploi et de consulter un certain nombre d'interlocuteurs, de tiers de confiance. Expliquez-nous de quelle manière vous fonctionnez. Alors, on a démarré comme toute entreprise en mettant des adaptations au poste de travail en partenariat avec le médecin du travail. Donc petit à petit, on a avancé en installant un lien de confiance, en écoutant les collaborateurs et leurs difficultés au quotidien, avec le médecin du travail et petit à petit le SAMET, aujourd'hui Cap Emploi, donc dans l'aménagement et l'accompagnement des collaborateurs. Puisqu'on s'est rendu compte au fil des années qu'on va mettre un aménagement en place, ça peut être un aménagement horaire, un aménagement poste de travail, quelqu'un qui ne peut plus prendre d'appel, par exemple, dans le cadre de différentes raisons. On va mettre tout de suite en place un aménagement. Et puis, la pathologie va évoluer ou pas, mais il peut y avoir des difficultés liées à cette personne sur son poste de travail. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'être disponible et de rester en relation avec cette personne. Donc, pour une partie de personnes, on arrive à avancer avec cette partie, donc médecin du travail, chargé de mission handicap et le collaborateur. Et il y a des moments, et pour certaines personnes, qui sont encore en processus de deuil, parce que ils ont peur d'en parler, ils ont peur d'être stigmatisés, ils ont peur, voilà. Donc ça leur appartient, on le respecte. Et du coup, en amont, donc dès le recrutement d'ailleurs, et en interne à travers des sensibilisations, on va parler du SAMET aujourd'hui, Cap Emploi, comme étant un interlocuteur. Et ce qui a aussi été puissant, c'est le bouche à oreille. Donc en interne, on s'est rendu compte que les collaborateurs qui ont bénéficié de l'écoute bienveillante du Cap Emploi et notamment de Maria, les choses qui ont été mises en place petit à petit, je ne dis pas que c'est toujours facile,
Mais en tout cas, le résultat est que les collaborateurs au bout ressentent en tout cas une écoute, de la confiance et surtout de la, comment dire, au niveau du management, puisqu'il y a aussi une notion de confidentialité qui est clé, qui est importante. On parle jamais en tout cas quand on le sait, on parle jamais de la difficulté. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont mises en place pour l'accompagnement en toute confiance. De quelle manière vous effectuez ces actions de sensibilisation? C'est via des formations, des réunions d'information? Il y a différentes manières on a fait donc de la formation. Donc au niveau des référents handicap, on a déployé un réseau de référents handicap. On a appris à se structurer aussi petit à petit au fil des années. Donc au début, on faisait en fonction au coup par coup. Puis on s'est rendu compte que les collaborateurs commençaient à venir vers nous pour discuter, échanger, se confier, les aider. Et du coup, il a fallu aussi répondre à la production, parce que du coup, petit à petit, des aménagements qui évoluent. Et du coup, il y a de la sensibilité, il y a de la médiation, il y a des formations auprès des managers et des tuteurs volontaires. Il y a également des conseillers clientèle, des collaborateurs qui demandent aussi à participer dans la démarche. Ça va être aussi, je travaille aussi main dans la main avec les partenaires sociaux. C'est important, notamment le CHSCT. On travaille aussi pas mal. On va sensibiliser aussi une fois dans l'année, voire 2 fois dans l'année, comme toutes les entreprises le font, mais en focusant petit à petit sur des thématiques particulières. Là, cette année, on va sensibiliser sur tout ce qui est les personnes avec tout ce qui est neuroatypique. L'année dernière, on a travaillé sur le trouble psychique. Donc, en fait, il faut y aller, il faut phaser pour pouvoir sensibiliser et toucher en fait les particularités des personnes. Et on dit ça peut être aussi effectivement une difficulté ou potentiellement je peux bénéficier d'un accompagnement. Alors ça, c'est premier type d'action en Oui. interne. Et puis, il y a tous ceux, comme vous le disiez tout à l'heure, qui hésitent, qui ne veulent pas forcément parler de leur handicap en interne et Oui. qui peuvent venir vous en parler, C'est Maria ça. Alves, soit en externe, soit en interne, au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc nous, nos locaux se trouvent à Ivry-sur-Seine, donc c'est assez facilitant pour les personnes. La plupart du temps, je reçois les personnes dans les structures de Bluelink, dans la structure, puisque il y a une bonne communication en fait via les ressources humaines et les salariés, donc ils n'ont pas tant de difficultés à aller vers Fadila Mirghani pour parler de leurs difficultés. Donc globalement, les rendez-vous se font au sein de Bluelink. Aussi parce qu'il y a des personnes qui sont en télétravail, beaucoup en pension d'invalidité aussi, donc en temps partiel, et puis qui ont des restrictions à la marche. Donc on cherche à faciliter le contact. Par contre, on donne toujours la possibilité d'être reçu dans nos locaux, ce qui est important puisque, en effet, notre démarche est une démarche où la neutralité est importante. Donc, il ne faut pas non plus qu'ils associent notre action comme étant une structure visant l'accompagnement strict de l'entreprise. Je reviens sur nos missions. Nous accompagnons, nous sommes en appui auprès de la médecine du travail, donc des médecins du travail. Donc, en effet, la remarque était importante tout à l'heure, auprès des employeurs et des salariés. C'est d'ailleurs un vrai défi de pouvoir travailler en partenariat avec les différentes structures, parce qu'elles sont plutôt nombreuses. Et vous me disiez en préparant que finalement chacun a sa charge de travail souvent et que c'est compliqué, mais la solution réside en partie dans la capacité à articuler les uns avec les autres. En fait, c'est la complémentarité. Déjà, la première base, c'est être complémentaire. Et chacun de ces 3 acteurs est primordial dans le maintien dans l'emploi. Le médecin du travail, c'est la base, dans la mesure où en effet, nous ne sommes pas médecins. Donc, de ce fait, on ne peut pas identifier clairement le risque d'inaptitude. Donc, je vais revenir un petit peu sur les missions principales.
On est en appui donc auprès de l'employeur, du salarié et de la médecine du travail dans les situations de maintien dans l'emploi avec un risque d'inaptitude et aujourd'hui de plus en plus aussi dans un esprit de prévention de la désinsertion professionnelle. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. De ce fait, au-delà des aménagements techniques, on travaille beaucoup, de plus en plus, sur des aménagements temporels et organisationnels. Et c'est là où c'est aussi compliqué. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas médecins, donc l'interlocuteur, celui qui sait, c'est vraiment le médecin du travail. Donc, quoi qu'il arrive, avant chaque situation, enfin avant la mise en place d'actions concrètes, l'avis du médecin est constamment demandé, donc soit par téléphone, on échange, soit c'est un mail, on fait état de la situation. Parfois, c'est le médecin du travail qui vient directement vers nous. Et il y a un échange, voilà, il y a du feedback, c'est-à-dire que c'est du ping-pong en fait. On essaie vraiment de relayer les informations et d'apporter un suivi, surtout quand il y a d'autres interlocuteurs qui sont associés à la démarche de maintien, puisque nous utilisons des référents de chaque type de handicap qui sont référencés par la GFIP et qui sont amenés à être en contact avec l'employeur pour faire des bilans et qui vont restituer à l'employeur des bilans. Le médecin du travail est toujours dans la boucle. Et dès que vous avez un signalement, Fadila Mirghani, signalement de la médecine du travail, vous essayez d'anticiper, enfin de réagir rapidement, parce qu'il peut y avoir aussi une tendance des travailleurs handicapés ou des personnes qui vont développer un handicap ça, ouais. de tout de suite compenser et donc de suradapter et donc finalement d'aggraver la pathologie naissante. C'est ça. Donc du coup, votre question m'amène à aussi à me souvenir d'une action aussi qui a été, je pense, le début de quelque chose dans l'accompagnement. C'est une formation sur qu'est-ce que c'est que finalement, c'est quoi le maintien dans l'emploi. Donc c'est un mot valise, hein, comme on dit. Donc il y a quoi derrière tout ça. Et donc voilà, on a pris du temps et on a organisé par groupe sur des personnes qui souhaitaient être informées sur c'est quoi le maintien dans l'emploi. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Quelles sont les actions vers qui je peux me rapprocher? Donc ça, c'est vraiment aussi un levier qui a été clé en amont. Donc on sème des petites graines finalement au fil des années qui permettent ensuite de co-construire comment dire, un maintien dans l'emploi efficace. La notion de suradaptation, et je me souviens, de suradaptation, elle est faite justement quand le collaborateur a peur de s'exprimer et du coup va tirer sur la corde, va pas se confier et du coup on arrive ensuite à malheureusement, on va devoir faire un peu le pompier, malheureusement mettre en place ensuite des compensations. Donc l'idée c'est de faire de la prévention en fait. Quand on fait de la maintien dans l'emploi, c'est pas uniquement traiter, bon il faut le faire, hein, ça il y a pas de problème, mais c'est si on peut être dans la prévention, je pense notamment au RPS aussi, hein, parce que la prévention facilite le maintien en emploi. Voilà, c'est ça exactement. Oui, donc c'est pour ça que je parlais de sensibilisation, de travailler en proximité avec les médecins du travail, avec tous les acteurs, les référents handicap également en interne, que ce soit ce sont des managers, ce sont des salariés qui souhaitent le faire parce qu'ils sont vraiment dans un cadre d'empathie et d'accompagner et prendre soin de l'autre. Et du coup, on travaille vraiment en réseau. Et on anticipe. On a même travaillé en partenariat avec la GFIP sur, et toi Maria, sur la partie une cellule en fait sur tout ce qui est les risques psychiques. Donc prévenir tout ce qui est handicap psychique. Donc on a participé à une cellule là-dessus. Et notamment avec des psychiatres aussi qui ont intervenu et donc en huis clos, et on travaille avec le secrétaire du CHSCT. Voilà, c'est des petites réunions où justement pour dire mais qu'est-ce qu'on fait, comment on détecte, comment on outille aussi et pas attendre la dernière minute quand les choses se produisent. Sylvain Coutier, au sein de votre entreprise adaptée, 80 salariés, vous disiez tout à l'heure, vous misez beaucoup depuis quelques années sur un outil RH qui est plutôt connu, hein, qui s'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, vous avez
quel équilibre en fait entre travailleurs handicapés et salariés sans handicap au sein de votre structure? Aujourd'hui, sur 80 salariés, on a un petit peu moins de 55 personnes en production, donc, qui sont des personnes en situation de handicap. Donc ça fait une forte proportion, puisqu'on est encore dans l'ancienne dénomination de 80% sur les effectifs de production. Je vais reprendre, moi, effectivement, il y a quelques mesures. Je vais développer l'aspect GPEC, mais de partir d'un postulat, effectivement, aujourd'hui, et on l'a vu tout à l'heure au niveau des chiffres statistiques de Madame Chamboredon sur le niveau de formation des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai notamment pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, à 80%, elles ont un niveau de formation très faible. Donc, effectivement, la bonne intégration et le maintien dans l'emploi va passer, et c'est d'ailleurs une des missions de l'entreprise adaptée, c'est d'accompagner la personne tout au long de son parcours professionnel pour sécuriser son parcours, alors en vue qu'elle puisse s'épanouir au sein de l'entreprise adaptée, mais également et de plus en plus demain vers des entreprises dites classiques. Et donc après, on va reprendre au départ un certain nombre de choses qui ont été dites d'ailleurs dans la première table ronde. Ça va être l'aménagement de postes de travail, et ensuite c'est d'avoir une vigilance particulière avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le CHSCT, la direction RH, Mission Handicap quand c'est le cas, pour pouvoir suivre l'évolution, parce que malheureusement les pathologies ont plutôt tendance à s'aggraver qu'à s'améliorer. Donc c'est constamment être en alerte de manière à pouvoir corriger et réadapter systématiquement le poste de travail. Donc ça, c'est la première dimension. Et sur l'aspect GPEC, alors, ça a été expérimental dans les entreprises adaptées depuis 6 ou 7 ans maintenant, au travers d'un outil qui a été développé par une petite entreprise, une petite scope toulousaine qui s'appelle CoSavoir. On utilise un outil qui s'appelle eFormAdapt et qui est véritablement aujourd'hui un outil de management par la compétence. Donc la priorité de cet outil, dans un premier lieu, c'est de permettre à la personne déjà de préparer son entretien annuel. Donc il y a les entretiens annuels d'évaluation. Donc ça a 2 avantages. Ça permet à la personne de prendre un peu le recul par rapport à son quotidien, ce qu'elle n'a pas forcément le temps de faire dans le quotidien, encore une fois. Et donc de préparer cet entretien et de pouvoir discuter finalement avec son supérieur hiérarchique de sujets d'égal à égal. Ça, c'est important également. C'est pas un entretien de jugement. On se met vraiment l'un à côté de l'autre et on va parler de ce qui s'est passé sur l'année, des réussites et puis potentiellement aussi des échecs. Mais c'est vraiment un entretien où la personne va pouvoir parler de ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas forcément le temps de faire non plus de tous les jours. Ça va permettre aux managers aussi de pouvoir se positionner. Et puis on se rend compte ensuite de pouvoir faire évoluer la personne vers des compétences qu'elle souhaite acquérir. Donc ça devient vraiment un outil de management. Ça permet à la mission handicap, quand c'est le cas, ou à la RH du moins, d'avoir un panorama complet des compétences qui sont présentes dans l'entreprise. Et quand je dis complet, ce sont des compétences visibles ou des compétences cachées. Je vais prendre un exemple. Récemment, on avait un recrutement commercial à faire. On avait besoin d'avoir une personne qui parlait anglais. Mais on s'est aperçu qu'on avait un manager en production qui était bilingue anglais et on ne le savait pas parce que ça n'avait pas été demandé dans le cadre de son recrutement. Donc c'est vraiment cet outil de management par la compétence qui permet à la personne également de se sentir mieux dans le quotidien. Et puis, si elle se sent mieux, on renforce également son niveau d'engagement. Oui, de plus en plus d'entreprises d'ailleurs vont sur le croisement de ces compétences, enfin de toutes ces données qu'on ne croisait pas trop jusque-là, y compris en essayant de détecter parfois des compétences utilisées à l'externe par les salariés, mais qui ne sont pas présentes en interne. J'ajouterais également, Oui. ça a été dit à plusieurs reprises, c'est vrai que peut-être dans les entreprises adaptées, plus qu'ailleurs, compte tenu de la grande fragilité de la majorité des personnes qu'on accueille, l'individu est véritablement au centre de nos préoccupations. Mais j'ai entendu la bienveillance qui a été évoquée dans la première table ronde et au début de celle-ci. Je pense que ça, c'est important, c'est de prendre soin des salariés, c'est la plus grande richesse qu'a l'entreprise. Donc après, chacun a sa méthode. C'est du maintien dans l'emploi par l'aménagement de poste, par la GPEC, par d'autres, mais c'est finalement leur manifester de l'intérêt. Il y a un autre aspect aujourd'hui que je voudrais évoquer également. On a une activité nous, de production et on a refondu complètement notre système de production sur une démarche qu'on appelle lean management, c'est-à-dire où on implique totalement l'ensemble des salariés. Et donc là, ce qu'on a mis en place, et ce qui est en train d'être mis en place actuellement, sont des idées qui ont été imaginées par nos salariés et présentées par nos salariés, ce qui, encore une fois, permet de réduire la réticence au changement et puis, encore une fois, de renforcer aussi le niveau d'engagement et la considération que l'ensemble des strates de l'entreprise leur portent. La problématique du maintien d'emploi, elle se pose de manière un peu plus accrue dans les entreprises adaptées où le taux d'absentéisme est forcément plus important et où il y a un certain nombre... Environ 3 fois plus fort que dans les entreprises classiques. On est un petit peu moins de 15% aujourd'hui.
Et pourtant, vous arrivez à prendre un certain nombre à gagner un certain nombre d'appels d'offres sur des business qui sont rentables. Ce sont vraiment la difficulté dans nos structures, c'est de ne pas dissocier l'impact social et l'approche sociale de l'impact économique. Encore une fois, dans le mot entreprise adaptée, il y a le mot entreprise. Donc, on est une entreprise du milieu ordinaire sur un marché concurrentiel avec des concurrents. Et lorsqu'on gagne des appels d'offres, on est tenu de réaliser des prestations dans une contrainte économique avec un niveau de service et des délais. Et donc, voilà, ça fait partie du management peut-être plus important et de l'innovation sociale dont on peut faire preuve dans les entreprises adaptées pour pallier ce genre de choses, parce que le client, lui, effectivement, alors, il peut comprendre, mais encore une fois, lui, il a besoin qu'on lui délivre cette prestation dans le bon délai et avec le niveau de service requis. Donc, c'est à nous de par les relations qu'on peut avoir avec l'ensemble des acteurs sur les départements, les Cap Emploi, les SAMET, enfin voilà, toutes les missions locales, les personnes qu'on peut avoir autour, les entreprises d'intérim également, même si à l'avenir on aura des dispositifs expérimentaux au travers des entreprises adaptées qui nous permettront d'aller vers du travail temporaire. Mais encore une fois, c'est d'avoir effectivement une organisation qui nous permet de pallier ce très fort taux d'absentéisme, tout en travaillant, comme je le disais tout à l'heure, sur l'épanouissement, sur le bien-être des salariés, pour l'évolution de carrière, pour essayer au maximum de réduire cet absentéisme. Alexandre Salvatori, la difficulté quand on travaille sur la thématique du handicap, surtout dans les petites structures, c'est que parfois c'est une personne qui porte ce thème-là, et quand la personne part, tout est à recommencer. Alors d'où l'importance de pérenniser un certain nombre d'actions et d'avoir un certain nombre d'outils qui aident aussi à transmettre ces informations sur la durée. Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'AGFIP... Parlez bien près du micro. Pardon, excusez-moi. Donc, ouais, effectivement, l'AGFIP aujourd'hui, on essaie vraiment de réfléchir et à mettre en place des outils qui sont à destination des TPE, PME, mais vraiment pour le coup peu structurés, et où effectivement il n'y aurait qu'une seule personne qui ferait plusieurs casquettes, et afin de les accompagner au mieux sur cette question. Pour cela, du coup, en plus pour eux, il y a un fort enjeu de fidélisation, si ce mot peut avoir du sens. En tout cas, ne pas perdre des personnes qui sont en compétence, qui pourraient avoir à un moment donné une dégradation de leur santé, et donc potentiellement être reconnus travailleurs handicapés et potentiellement ne plus pouvoir réaliser leur activité. Donc quels outils on peut apporter à ces employeurs? Donc nous, on les accompagne dans le cadre d'appuis renforcés. On essaye en tout cas avec nos partenaires, bien évidemment, Cap Emploi, avec la médecine du travail toujours. Vous animez notamment des groupes de travail en local, territoriaux. Oui, effectivement. Alors, donc, je finis juste là-dessus. On les accompagne en interne par l'accompagnement qu'on fait en règle générale pour les entreprises, là de manière plus spécifique, vraiment en appui renforcé. Mais aussi, effectivement, on a un réseau des référents handicap qui existe depuis 2010. Et aujourd'hui, on essaye de réfléchir vraiment pour que ça puisse s'inscrire dans la localité et que les personnes employeurs de petites structures puissent dégager du temps et participer à ces réseaux. Oui, parce que vous avez à la fois votre rôle, bien sûr, de financement, votre rôle d'ingénierie, lorsque, par exemple, une entreprise veut mettre en place un dispositif ou veut signer un accord, vous l'aidez à structurer la démarche, et puis il y a ce rôle aussi d'information et de sensibilisation, et là, on est dans les groupes de travail et dans un certain nombre aussi d'outils de communication qui se sont développés ces dernières années, de nouveaux outils. Alors là, vous évoquez plusieurs choses. Donc, dans le cadre du réseau des référents handicap, effectivement, c'est l'idée de groupes de travail entre pairs, puisque nous sommes experts de rien, ce sont les personnes sur le terrain qui connaissent mieux les difficultés qu'ils rencontrent et les solutions qu'ils ont mis en place. BlueLink, c'est bien, certains ont pu participer. Mais là, c'est des grosses structures. Donc on réfléchit à leur donner la possibilité déjà d'exprimer leurs besoins et de réfléchir ensemble à des solutions. Après, on met en place, on est en train de mettre en place, et ça va être, là c'est courant 2019, un centre de ressources. L'idée de ce centre, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils de sensibilisation de communication personnalisables pour l'entreprise et facilement appropriables pour pouvoir communiquer auprès de leurs salariés sur qu'est-ce que le handicap, quelles sont les démarches
à réaliser pour mes salariés, et comment inclure dans ma réflexion la entreprise, on va dire plus largement RH, si tant est qu'il y ait une réflexion RH structurée, forte dans des TPE, PME, c'est pas les mêmes enjeux. Et c'est qui sont les acteurs sur lesquels je peux m'appuyer pour réussir cet enjeu de l'inclusion. C'est un peu un changement d'approche, parce qu'avant, vous financiez davantage des outils de communication en interne. Maintenant, vous êtes plus sur l'élaboration, la construction de kits, en partie, tout prêt, disponible, notamment pour les petites structures. Oui, parce que là, l'idée, c'est vraiment parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le temps, finalement. Alors déjà, ça peut coûter cher, donc quitte à faire un coût qui soit nul, entre guillemets, pour l'entreprise, le mieux, c'est que ça soit nous, la GFIP, qui, avec nos partenaires, puissions en tout cas proposer ce genre d'outils, encore une fois, facilement mobilisables, et donc à mettre en application dans l'entreprise. Vous évoquiez un centre de ressources. Alors, un mot sur un outil qui, m'avez-vous dit, marche plutôt bien, c'est l'Andy Trivial Poursuite. Oui, donc ça c'est un outil qui a été réalisé dans le cadre d'un réseau des référents handicap, alors pas en Île-de-France, en Normandie, mais du coup la GFIP est une seule maison, donc c'est la GFIP qui l'a créé avec le concours bien évidemment des entreprises. L'idée de l'Andy Trivial Poursuite, c'est de faire de la sensibilisation de manière tout à fait ludique, donc c'est accessible, donc tout ce que nous réalisons c'est accessible sans coût, et là c'est sur internet. Si vous voulez y avoir accès, ça sera présent dans le centre de ressources. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. On peut tout à fait vous donner le lien. D'ailleurs, si vous avez participé à l'activateur de progrès, c'était dans le kit de sensibilisation de cette campagne pendant la SEPH. Sylvain Coutier, puis Fadila Mirghani, en termes d'outils de sensibilisation, qu'est-ce qui vous semble être le plus efficace? Vers quoi faut-il aller pour informer davantage et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs? Encore une fois, je pense que le plus important, pour reprendre ce qui a été dit et sur la première table ronde, c'est l'intérêt qu'on porte aux personnes qui composent l'entreprise. Donc, si on veut favoriser la qualité de vie au travail et le bien-être, il faut être bienveillant, il faut être à l'écoute. Et il faut leur donner le sentiment il faut s'enrichir finalement de la différence. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Monsieur Chêne qui parlait de la satisfaction et de ce qu'apportait le fait de côtoyer, et pour l'ensemble des salariés, de côtoyer des personnes autrement capables, on va dire. Oui, et c'est un facteur d'engagement, d'ailleurs, bien supplémentaire. Bien sûr. Souvent, tous ceux qui en témoignent disent que... finalement, voilà, j'ai envie de dire, c'est presque que du bon sens. C'est de développer cette sensibilité de l'humain et de prendre soin des gens avec lesquels on travaille. Et c'est vrai que la diversité qu'on peut rencontrer dans le handicap est une source d'enrichissement. Et ça reprend ce que disait Saint-Exupéry, qui disait « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'augmentes ». Et donc, c'est de s'enrichir de l'autre et de s'enrichir avec l'autre. Fadila Mirghani. Alors, nous, on a fait un Andy question pour un champion. Je vous le filerai si vous voulez. Pareil, donc vous évoquiez notamment pour les sensibilisations et problématiques de budget. Du coup, il a fallu aussi innover, faire preuve de créativité pour justement toucher, puisque pour sensibiliser et pour que ce soit puissant, l'idée c'était d'être créatif, apporter différentes sensibilisations année après année auprès des collaborateurs pour qu'on capte aussi l'écoute, puisque on accompagne la personne en situation de handicap, mais il y a aussi les personnes autour qui travaillent avec eux, donc pour pouvoir sensibiliser et accompagner. La notion de sensibilisation, c'est aussi responsabiliser le collaborateur en situation de handicap, le rendre acteur aussi dans la démarche. Et ils m'ont aussi appris quelque chose dans mon propre parcours, parce que finalement, on les accompagne à travailler, à les maintenir au poste de travail, dans leur poste, mais aussi dans la notion d'intégrité, puisqu'on parle de prendre soin de l'autre, mais c'est aussi être disponible, des fois juste écouter, sans forcément parler, ça c'est beaucoup.
Et donc, en termes de levier, il y a aussi le temps. Le temps, il est important. On en parle avec Maria. Parfois, quand j'ai un coup de fil d'un manager qui me dit ah là, la personne, elle va pas bien, ou connue ou pas connue d'ailleurs dans l'accompagnement, je laisse tout tomber et j'y vais. Parce que pour moi, c'est prioritaire. Voilà, donc c'est quelque part, on passe un message aux collaborateurs de respect. Il n'a pas choisi d'être malade, il n'a pas choisi de sa situation. Et le fait juste d'être reconnu en tant qu'être humain, ça fait toute la différence. Ça lui donne envie de travailler. J'ai même des collaborateurs qui me disent, tu sais Fadila, moi juste, mon médecin me dit viens pas. Mais moi, le fait de venir, c'est thérapeutique. De venir travailler, c'est comme une thérapie. Le fait aussi d'avoir un espace pour pouvoir, une soupape, un espace où pouvoir parler, parce qu'à la maison, il y a la famille, voilà, à chaque fois, elle parle de la personne, elle me dit mon mari il en a marre que je me plains, etc. Le médecin, j'ai l'impression que je me répète. Le fait d'avoir aussi dans l'entreprise qu'il y a un espace, pour moi, c'est important pour moi de le dire, un espace juste d'écoute pour ces personnes-là, qu'elles puissent s'autoriser à exprimer. Des fois, c'est beaucoup. Et du coup, ça permet finalement de mettre de la confiance, du lien social, avec un cadre, bien sûr, hein, il y a un cadre qui est important de rappeler. Et c'est ce qui fait que l'expérience collaborateur, à travers ce maintien dans l'emploi, a du sens. Et finalement, ça m'a donné du sens, pardon. Ça m'a même accompagnée sur la partie où je me suis même formée en coaching, parce que finalement, voilà, il y a un lien, il y a des ponts. Parce que des fois, j'étais désarmée, je ne savais pas comment les accompagner. Le manager, pareil. On s'est dit, qu'est-ce qui manque en fait? C'est quoi la boîte à outils? Donc finalement, voilà, c'est une question que je me suis posée. Et là, je commence petit à petit. Donc je teste, j'expérimente, test and learn, on verra. Bravo, vous posez ça, beaucoup voilà. de questions. Oui, Bravo, Sylvain Coutier. Mais en reprenant et dans le même prolongement, c'est effectivement être disponible, être à l'écoute. Moi, encore une fois, hein, avec 80% de personnes en situation de handicap, on attache une importance particulière à faire en sorte effectivement qu'on puisse pas distinguer. On a beaucoup de clients qui viennent nous visiter et à pas distinguer effectivement finalement qui est en situation de handicap de qui ne l'est pas. Je rappelle encore aussi que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et donc voilà, c'est vraiment de faire en sorte que les gens soient considérés. Ce sont des salariés à part entière. Et finalement, la notion de handicap disparaît. C'est un salarié lambda. Je pense que ça, c'est important de le préciser. Parce qu'encore une fois, comme tout à chacun, qu'est-ce que recherche cette personne-là et quel est le rôle, entre autres, que nous, le rôle social que l'on joue, on parlait d'inclusion tout à l'heure, c'est de redonner de la dignité, c'est de redonner du sentiment d'utilité et de révéler finalement le sens qu'on donne à notre action. C'est je sers à quelque chose. Je suis resté longtemps au chômage, sans emploi. J'ai eu un accident de la vie qui m'a amené à... Souvent, je parle souvent de double peine dans le handicap. On a les personnes qui ont un accident de la vie avec la perte d'un membre, la perte d'une fonction, et qui généralement, dans un certain nombre de cas, se traduit également par une obligation d'une reconversion professionnelle. C'est le boulanger qui perd son bras, par exemple, qui ne peut plus être boulanger. Et donc, même si le handicap n'est que physique, on arrive avec des personnes qui sont fragilisées, souvent psychologiquement, d'où l'importance de cette qualité d'écoute, parce qu'ils ne l'ont pas forcément trouvé ailleurs, pour retrouver de la confiance, pour retrouver de la dignité. Et ce sont des termes qu'on emploie, je pense, assez peu dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, parce que ça va de plus en plus vite et qu'on est dans une compétition et tout va vite. Et pour autant, si on prend soin des gens, effectivement, on parle de justice sociale, on va parler de dignité, de sentiment d'utilité, de bien-être. Et généralement, quand on arrive à cumuler tout ça, comme par hasard, derrière, on a également de la performance et on arrive à garder les gens durablement et à les faire évoluer et à sécuriser leur parcours. Alexandre Salvatori voulait réagir, puis Marie Alves. Allez-y, je vous en prie. Pardon. Oui, alors c'est d'autant plus important, je pense que, comme le disait Monsieur Goïf tout à l'heure, que les personnes, on reste de plus en plus longtemps dans l'entreprise et donc l'âge de retraite reculant. Et du coup, on sait que plus l'âge avance, plus les problématiques de santé apparaissent. Donc, il est d'autant plus important de prendre bien en compte la partie préparée. Donc, en fait, effectivement, quand on parle de maintien, on parle de prévention, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est bien prendre ça en compte et bien l'inscrire dans tous les process RH, notamment. Et aussi, il ne faut pas hésiter à utiliser notamment notre nouvelle aide de la GFIP qui permet d'accompagner, non pas l'aménagement du poste, mais l'accompagnement du collectif à
intégrer, mais aussi à maintenir une personne qui serait en longue maladie et reviendrait. C'est une aide qui vraiment a pour objectif de sensibiliser le collectif sur non pas le handicap spécifique de la personne, mais en règle générale, mais aussi de sécuriser la personne sur son poste. C'est dans ça, son équipe. Il y a aussi d'ailleurs une prise en charge, sauf erreur de ma part, des heures de tutorat, de formation en situation de travail qui peut être possible dans certains cas. Alors, dans cette même aide, effectivement, si jamais la personne a besoin de passer, du fait de sa condition de santé, de sa situation de handicap, elle a besoin de passer plus de temps pour la prise de poste, nouveau poste en entreprise pour une évolution, par exemple, eh bien, la situation de handicap demandant plus de temps, nous, on vient en compensation. Donc, on vient prendre en partie le coût supplémentaire que coûte cette adaptation. Merci. Maria Alves. Oui, je rebondis sur... donc, on parle beaucoup de liens nécessaires à créer autour du handicap dans l'entreprise, et c'est d'autant plus important lorsqu'il y a une réalité, c'est l'arrêt maladie du salarié, qu'il soit ponctuel ou très long. Et très long, c'est parfois 3 ans. C'est très problématique pour l'employeur, pour le collectif, le service, et ça l'est d'autant plus pour le salarié qui, lui, en général, a perdu tout lien avec l'entreprise. Alors, il peut voir certains collègues, parfois pas tout le temps, et préparer une reprise dans ces conditions, c'est toujours très compliqué. Donc, le lien, il est indispensable pour cette raison-là, parce que l'interlocuteur privilégié, encore une fois, c'est à nouveau le médecin du travail, puisqu'on rappelle la possibilité pour le salarié... On en parle, du médecin du travail. On rappelle la possibilité pour le salarié qui est en arrêt maladie de consulter le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise pour justement préparer la reprise, solliciter des acteurs. Et je rebondis aussi sur quelque chose qui est très important, puisque nous, on travaille beaucoup sur le département du Val-de-Marne avec l'assurance maladie, qui ont mis en place en fait des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, aussi bien dédiées aux salariés qu'aux entreprises. Donc, ils font aussi des réunions où ils invitent les employeurs et les toutes petites entreprises et moyennes entreprises sont plutôt ravis de ce type d'initiative, puisque elles sont en général assez isolées face à des problématiques d'arrêt maladie très très longs. Donc voilà, c'est important ce lien par rapport à des salariés qui sont plus en poste. Donc il y a aussi cette réalité dans le cas du maintien. Et c'est là où c'est très important justement d'agir, et d'autant plus qu'on a un peu plus de temps pour anticiper les situations, préparer des reprises que dans les situations d'urgence. Pour sensibiliser, il faut informer, mais il faut aussi aller plus loin, il faut former. Je vais demander à Véronique Voix, qui est référente handicap de la CFE-CGC Île-de-France, de bien vouloir témoigner. Alors, je vous passe un micro. Voilà, je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Oui, donc moi je suis Véronique Voix, je suis référente handicap CFE-CGC pour l'Île-de-France, et je suis aussi par ailleurs déléguée syndicale dans mon entreprise. Air France. J'ai participé donc à 5 négociations d'accords handicap, donc c'est un sujet que je connais bien. Donc je suis en lien avec le service handicap régulièrement, et bon, on constate une vraie volonté de l'entreprise de développer la politique handicap. Le souci vient surtout parfois de l'application dans les services. Moi, ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est l'évolution de carrière des personnes handicapées. C'est compliqué. En fait, dans mon entreprise, pour être promu, ça passe par une mobilité professionnelle, voire même géographique. Donc déjà, pour les salariés, c'est compliqué, mais pour les salariés handicapés, c'est encore plus compliqué. Parce que il y a d'abord l'aménagement du poste de travail, mais il y a aussi beaucoup de choses à prendre en considération, et notamment l'intégration dans les équipes. Alors c'est vrai qu'un salarié qui est intégré dans son équipe, ça se passe plutôt bien, avec de la bienveillance. Les salariés collègues sont habitués à travailler avec cette personne. Mais quand il s'agit de changer d'univers de travail, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut réapprendre, il faut se réhabituer à son équipe.
Donc, d'où effectivement la formation dont on parle. Moi, je crois, enfin, je suis persuadée, et c'est vraiment ce que j'ai défendu dans l'accord handicap, c'est défendre la formation. Hein. Je pense qu'une vraie politique handicap, une vraie, pour vraiment qu'elle soit bien appliquée, ça passe par une vraie formation, mais une formation d'abord de tous les managers, hein, qui soient appelés à avoir dans leur équipe des personnes handicapées. Et je parle vraiment de formation et pas de sensibilisation. Hein. Donc, une formation aussi de tout le réseau RH, une formation de tous les partenaires sociaux aussi. Hein. Nous aussi, hein, enfin nous, partenaires sociaux, on a besoin aussi d'être formés, notamment aussi plus spécifiquement sur le handicap psychique, hein, qui est une autre formation, hein, aussi très pointue, mais qui est très importante pour bien appréhender ce problème-là. C'est ça, parce que parfois, finalement, on peut avoir des formations où on, QVT, par exemple, où on va avoir un focus sur le handicap, 1 heure, une demi-heure, 1 heure. Vous suggérez plutôt de faire une formation vraiment ad hoc, thématique, spécifique. Ouais, absolument. Donc, cette formation dont je parle, elle existe, mais elle est facultative. Hein. Pour moi, je pense qu'il est très important qu'elle soit dans le plan de formation, tout simplement. Hein. Donc, obligatoire. Hein. On n'aime pas trop utiliser le mot obligatoire, mais néanmoins, c'est très important. Merci beaucoup. Votre réaction peut-être à la tribune sur cette suggestion de mettre en place des modules de formation qui seraient des modules obligatoires et spécifiques au handicap. Alors, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc sur cette réaction, les plans de formation obligatoires, puisque à partir du moment où on sait qu'un salarié sur 2 peut être dans son parcours professionnel touché par par un handicap, qui soit ponctuel ou chronique, déjà ça interpelle. Donc, on se dit comment nous, en tant que RH, en tant que partenaires sociaux, comment on peut faire pour justement anticiper et accompagner ça. Donc, dans la solution de former, ça veut dire déjà démystifier. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème-là? Le handicap psychique, je vous rejoins, c'est ce qui est invisible, ce que vous disiez, ça se voit pas. Donc souvent, ça partir, tiens, pourquoi ce collaborateur il me parle comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Donc ça interpelle le manager, ça interpelle le collectif. Et du coup, ça crée ça peut créer des tensions dans la relation. On peut observer aussi une performance qui bouge. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc toujours dans une démarche d'anticipation et tout simplement aussi de rassurer, finalement mettre des mots sur potentiellement peut-être cette attitude-là d'un collaborateur que je manage ou mon collègue, ça peut être lié à ça. Sans forcément faire de diagnostic. Attention, on n'est pas médecin, on n'est pas psy par rapport aux troubles psychiques, mais juste mettre des mots, du coup, ça adoucit la relation. Voilà, donc je suis prudente quand je dis ça, c'est très important, mais il ne faut pas être ignorant, quoi. Et beaucoup opinent du chef dans la salle. Mais oui, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est mon opinion, après chacun a sa propre opinion, mais je pense que ça participe en tout cas à la bienveillance. Autre réaction? Oui, très rapidement. C'est nous, la formation de tous les partenaires sociaux dans l'entreprise, des managers et ça peut être aussi la cellule achat, ça peut être bien évidemment tous les acteurs RH, donc recruteurs et autres. Et on leur demande, dans le cadre des conventions que l'on passe et qu'on a fait avec Bluelink d'ailleurs, pour structurer la mission handicap, on leur demande de penser aux formations. Parce que la formation, on est convaincus, comme vous le dites, que ça passe par là. Et d'ailleurs, qu'après, nous, on n'a aucune autorité, mais on leur conseille de le mettre effectivement dans leur programme, dans leur plan de formation, que ça soit une formation obligatoire pour les managers, par exemple. En tout cas, là où ça nous semble des garde-fous, ou vraiment pour que les personnes puissent être à même, non pas à détecter le handicap, mais en tout cas à réagir en fonction d'eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Moi, je suis ravi d'entendre ce que je viens d'entendre, parce que finalement, quelles que soient les formations, que ce soit de la sensibilisation, de toute façon, c'est quand même une montée en compétences. Donc, on revient sur le postulat de départ, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Après, moi, j'ajouterais juste sur la sensibilisation, encore une fois, c'est d'essayer d'être innovant et parfois de faire preuve de bon sens. On a mis quelque chose en place, nous, récemment,
pourquoi, enfin handicapé ou pas d'ailleurs, on vient travailler tous les jours. Il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est inquiet parce que certains ont des enfants malades. Enfin, encore une fois, la vie fait que c'est pas tous les jours rose, sinon ça se saurait. Et donc on a au niveau de notre atelier aujourd'hui, et finalement dans la concertation avec les salariés, puisqu'encore une fois, pour que les choses fonctionnent, il faut que les gens adhèrent, et il y a plus de chances qu'elles adhèrent si ce sont elles qui suggèrent et qui sont force de proposition. Tous les lundis matins, il y a un tableau avec le nom ou le surnom des personnes, et il y a des petits émoticônes, des petits smileys avec le sourire ou pas sourire, et finalement chacun arrive et met son humeur du début de semaine. Donc ça permet à tout le monde d'être informé. On dit, ah, lui, on va peut-être pas lui parler aujourd'hui parce qu'il n'est pas bien. Ou au contraire, c'est d'apporter une certaine vigilance de la part des managers en se disant, tiens, lui, il a peut-être un problème, donc je vais être plus attentif. Activer certaines tensions. Bien sûr, oui, oui. Non. Mais finalement, et tout le monde a très bien adhéré à ce principe-là. C'est tout simple. Ça nous a coûté 3 francs 6 sous pour acheter des petits émoticônes sous forme de magnet. Et ça a changé, et ça a apporté et ça crée aussi du lien entre les personnes. En tout cas, ça met de bonne humeur, votre initiative. Ça fait sourire. Questions ou réactions dans la salle? Alors, monsieur. Et puis madame ensuite. Bonjour, je me présente, donc Lawari Merabti, je suis le délégué régional de la GFIP Île-de-France. Plutôt une réaction et par rapport à ce qu'on a entendu, et plus particulièrement quand il y a eu la présentation par la directe sur l'évolution de la loi et la loi sur la sécurisation, choisir son avenir professionnel, et la question de référent handicap dans les entreprises plus de 250 salariés. Je pense que là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place ce dispositif de référent handicap par une volonté forte politique de l'entreprise. Là, la loi va dire, et elle le dit, toute entreprise doit l'avoir. Et je pense que là, il y a un vrai travail de fond à faire en co-construction sur l'expérience qui existe par rapport à des référents, et construire un vrai module de formation, un vrai métier, parce qu'il y a un métier qui va se mettre en place. Et là, je crois que nous, institutionnels, l'ensemble des acteurs doivent travailler ensemble, et on peut travailler à l'intérieur d'un espace pour préparer la mise en place de ce réseau des référents des personnes en situation de handicap dans les entreprises. On parle des entreprises, mais on parle aussi de la formation CFA, les centres de formation d'apprentis, mais on va peut-être plus élargir à tous les centres de formation professionnelle. Je pense qu'il y a des références systématiques. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet d'ici dans les dizaines à venir, mais plutôt rapidement, parce que là, on va entamer une dynamique, et ce travail-là doit être construit ensemble d'acteurs, et il y en a un espace pour le faire. C'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, qui est piloté par l'État, mais avec une participation active de l'ensemble des acteurs, Conseil régional, Pôle emploi, la CRAMIF, le KEOPS, Cap emploi, et ensemble, tout le monde est participant dans ce truc, les associations, les partenaires sociaux. Et là, je crois qu'il y a une réflexion à mener, parce que l'entreprise sera obligée, plus de 250 salariés, pourquoi pas moi. Nous, on peut apporter aussi notre expérience par les réseaux des référents que nous animons, et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut verser au pot commun et construire quelque chose. Donc, je voulais ajouter un peu par rapport à ce que j'ai entendu. Merci beaucoup pour votre contribution, madame. Oui, bonjour, je suis le docteur Anna Martinez, je suis médecin de travail, et je voudrais faire un commentaire sur les handicaps psychiques, un commentaire pratique. Nous, médecins de travail, on se trouve dans la situation, on reçoit un salarié qui est en arrêt de travail depuis 3 mois, visite de pré-reprise, son médecin traitant ou son psychiatre nous l'envoie avec une petite lettre qui dit « Monsieur un tel est schizophrène ». Oups! Donc, nous, on doit aménager son retour au travail, mais on a une étiquette schizophrène, on s'est dit « Ouh là 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 là, ça ne va pas y être possible, celui-là, il ne va pas du tout être au travail, je vais le mettre inapte. » Parce que voilà, ça c'est... Mais quand même, l'handicap psychique, c'est très méconnu, c'est très dérangeant pour tout le monde, pour l'entreprise, pour les collègues, pour la famille, pour tout le monde. Mais c'est quoi l'handicap psychique en réalité? C'est pas l'étiquette qu'on colle, bipolaire. Parlez bien près du micro, madame. Schizophrène, c'est pas ça. En réalité, nous, ce qu'on doit se poser comme question, c'est en quoi cette maladie a une répercussion par rapport à son travail de tous les jours. Est-ce que ce salarié va arriver tous les jours en retard?
parce que à cause des médicaments qu'il prend, est-ce qu'il va être absent souvent parce que des arrêts maladie très fréquents? Est-ce qu'il va y avoir des conflits au travail avec les collègues? Il va se fâcher très facilement, il va être un peu violent. C'est surtout ça les répercussions qui nous intéressent. C'est pas l'étiquette, les diagnostics. C'est pas du tout ça. Qui est-ce qui veut réagir? Et attendez, j'ai pas fini. Pardon. Et pour cela, les médecins du travail, c'est celles qui connaissent les diagnostics avec son spécialiste, avec les psychiatres. Il est fondamental dans ces cas-là que nous entrons en communication avec ces médecins, avec ces psychiatres, pour voir de quelle façon on peut aider mieux la reprise du travail de façon aménagée. Est-ce qu'il peut y avoir un aménagement horaire? Est-ce qu'il peut y avoir un congé de longue maladie pour s'absenter quand il y a besoin? Et comme ça, on peut expliquer ensuite à l'entreprise de quelle façon cet aménagement des postes va permettre que les salariés soient intégrés dans l'emploi et qu'ils ne perdent pas l'emploi. Parce que l'inaptitude, c'est surtout les derniers mots à penser, les derniers. Sylvain Coutier, vous vouliez Oui, réagir peut-être un mot de Fadila Mirghani? Oui, pour résumer, mais ça rejoint la nécessité de formation. Je vois même sur des structures comme les nôtres en entreprise adaptée, où effectivement on a une très grande majorité de personnes fragilisées. Sur certains types de handicap, on n'a pas forcément les compétences en interne pour gérer ces profils-là. Alors quand on l'a déjà pas dans des structures comme les nôtres, c'est d'autant plus compliqué dans des entreprises dites classiques. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de formation, parce qu'encore une fois, le management de ce type de pathologie ne s'improvise pas. Et donc il y a tout un travail de fond à faire. Et à défaut de formation, c'est aussi mettre en relation peut-être, parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Et donc c'est arriver à créer ce lien avec les dispositifs qu'il y a sur les territoires pour accompagner les entreprises à pouvoir gérer et plus facilement ce type de pathologie. Mais c'est un vrai problème, parce qu'encore une fois, ça ne s'improvise pas et que finalement, il faut, même si on a la volonté, de toute façon, si on n'a pas la compétence de gestion derrière, on arrivera à un constat d'échec qui finira par une inaptitude, alors que finalement, ce n'est pas ce qu'on recherche l'ensemble des parties prenantes. Et c'est là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail de concertation à faire. Fadila Mirghani, un mot là-dessus? Oui. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, l'inaptitude, c'est pas du tout, voilà, ça c'est vraiment, on n'y pense même pas. L'idée, c'est effectivement de travailler tout de suite en amont, notamment avec le Cap Emploi Samet, le médecin du travail, et avec des structures. Je pense par exemple au Club ARIM, qui peut aussi accompagner le collaborateur en amont de sa reprise ou pendant sa reprise. Du coup, moi, je pousse pour que ce soit fait même pendant le temps de travail, pour pas que ça pénalise le collaborateur. Donc, je mets en place des dispositifs. Et même si le collaborateur est d'accord, de sensibiliser, on l'a déjà fait nous en interne et ça a super bien fonctionné, sensibiliser l'équipe et le manager. S'il est d'accord, bien sûr, on ne le fait pas sans son accord, ça c'est totalement interdit et c'est un manque de respect. Mais vraiment, il y a des solutions. Et il y a aussi un autre levier qui est que la reprise se fasse convenablement. Il y a le mi-temps thérapeutique et le télétravail. Le télétravail aussi, ça permet aussi pour le collaborateur, parce qu'on parle des autres, mais lui, finalement, dans l'affaire. Voilà, c'est à lui aussi qu'il faut penser. Alors, une intervention, monsieur. Bonjour, Jean-Luc Duterque, je suis psychologue du travail. Je vais essayer de faire preuve de bienveillance, je ne suis pas sûr d'y arriver. Je rejoins la position de madame qui est psychiatre sur la nécessité de faire le lien avec les médecins traitants, parce que ce sont eux qui sont les premiers face à la souffrance de la personne porteuse de handicap, et c'est eux les premiers qui vont chercher à la protéger, et c'est eux qui, les premiers, vont les mettre ou pas en arrêt maladie. Et il est absolument nécessaire que ces médecins traitants, psychiatres ou généralistes, aient une formation dans le maintien au travail de la personne handicapée. On ne peut pas se passer dans nos structures d'intégration des personnes handicapées des médecins de ville, des médecins traitants, des médecins hospitaliers, psychiatres ou généralistes. Ça, c'est un point très important. Il faut voir ce qui se passe aussi ailleurs. Et par exemple, en Allemagne, où il y a des structures dans les entreprises, c'est un travail collectif. Le maintien
et ou le retour à l'emploi d'une personne qui est momentanément handicapée ou durablement se fait en structure. C'est-à-dire, ce sont des tables où il y a les managers, où il y a les représentants du CHSCT ou l'équivalent en Allemagne, les médecins du travail. Il y a toute une équipe comme ça. Et c'est pas indépendamment chacun, manager ou pas, ou RH, qui va faire preuve de bienveillance et d'écoute à l'égard de la personne. Merci. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, qui est très important aussi, tant que ce genre de réunion n'intégrera pas sur les tables rondes les personnes handicapées elles-mêmes, on n'y arrivera pas. On ne fera pas preuve de bienveillance, on fera preuve de condescendance. Et par pitié, les témoignages, ils sont très intéressants, ceux-là. Mais faites venir les personnes handicapées, qu'elles nous parlent. Il y en a. Sinon, ça ne sert à rien. Il y en a, monsieur, mais ils ne sont pas n'avancera forcément visibles, comme vous savez. Eh ben, non, mais il n'est pas question de visible ou pas. Il n'est pas question de stigmatiser ou pas. Mais on ne peut pas parler de choses si la personne elle-même n'en parle pas. On ne peut pas parler des autres à la place des autres. Et après, C'est tout ce que je les dis. personnes handicapées ont pas forcément, enfin, peuvent s'exprimer en tant que citoyens dans des débats sans forcément mettre en avant leur handicap. Mais votre contribution a été utile, et sur la pluridisciplinarité, on voit bien que c'est un défi de tous les jours. Je me demande vraiment si ma profession est représentée ou pas. Je suis assistante sociale du travail. Pour être tout à fait complète dans mon parcours, j'étais il n'y a pas si longtemps encore assistante sociale à l'assurance maladie. Alors ça a été nommé, et merci pour les cellules de maintien dans l'emploi. Mais en termes d'assistante sociale du travail, il me semble que certes, et super, il y a le médecin du travail pour les visites de pré-reprise, mais on est aussi la seule personne, le seul professionnel dans l'entreprise en interne à avoir des compétences particulières qui sont à être reconnues et à être le lien avec la personne absente, entre autres en arrêt maladie. J'insiste fortement, et j'ai l'air un peu passionnée sûrement, d'autant plus qu'on a parlé du rapport Lecoq, et j'ai beau prendre mes loupes, je ne vois pas le service social dans le rapport Lecoq. Alors je suis d'autant plus effrayée de voir qu'aujourd'hui on n'en parle pas non plus. Merci beaucoup pour ce rappel. Merci, madame. Je pense qu'il y aura un certain nombre de rebonds lors de la 3e table ronde sur certains des éléments qui ont été évoqués. Merci pour la vivacité des échanges. Merci beaucoup à vous pour vos témoignages. Merci.